L'histoire commence en Afghanistan. Un sergent-chef, le visage dur et impénétrable, arrive près d'un convoi tombé en panne sur une route poussiéreuse. Son frère fait partie de ce convoi. Les deux frères se retrouvent, attendant que les véhicules redémarrent. Son frère évoque quelque chose dont ils ont déjà parlé, postuler au RASP, le programme de sélection des Rangers. Il en a assez de rester à l'arrière du front, à gérer les routes de ravitaillement et la logistique pendant que d'autres soldats se battent vraiment. Il veut qu'ils soient tous les deux en première ligne, à faire quelque chose qui compte. Le sergent refuse. Il dit qu'ils sont trop vieux maintenant, que trop de temps a passé. Mais son frère n'accepte pas cette réponse. Il lui rappelle qu'ils sont encore dans la limite d'âge. Et surtout, il lui rappelle la promesse qu'ils s'étaient faite des années plus tôt, qu'un jour, ils suivraient l'entraînement ensemble et deviendraient Rangers côte à côte. Avant que le sergent puisse répondre, le chaos éclate. Des combattants talibans ouvrent le feu sur le convoi de tous les côtés. Les balles déchirent les véhicules. Des explosions projettent terre et débris dans les airs. Tout va vite, c'est brutal et écrasant. Les soldats tombent autour d'eux. En quelques minutes, presque tout le convoi est anéanti. Le sergent survit, mais une balle lui fracasse le genou. Son frère est touché aussi, gravement blessé, à peine conscient. Le sergent refuse de l'abandonner. Il le hisse sur son dos et se met à marcher. Chaque pas envoie une douleur fulgurante dans sa jambe brisée. Il ne s'arrête pas. Il avance sur des kilomètres de terrain découvert, le poids de son frère le tirant vers le bas, le sang trempant leurs deux uniformes. Il est si proche. La base est presque en vue. Mais son corps lâche. Il s'effondre juste avant d'atteindre le portail, inconscient. Quand les secours arrivent enfin, il est trop tard. Son frère est mort. 2 ans passent. Le sergent est devenu un autre homme, plus silencieux, plus froid, portant quelque chose de lourd derrière les yeux. Il ne combat plus dans une zone de guerre. Il se bat pour obtenir une place chez les Rangers. Il entre au RASP, l'un des programmes d'entraînement les plus durs et les plus sélectifs de toute l'armée américaine. Dès la première minute, toute son ancienne identité lui est retirée. Ses affaires personnelles sont confisquées. Son nom disparaît. À partir de maintenant, il n'est plus qu'un numéro. Il devient le candidat 81. Le programme dure 8 semaines impitoyables. Il est conçu pour pousser les gens au-delà de leurs limites. Privation de sommeil, exercices physiques épuisants, eau glacée, marches interminables avec des sacs lourds. Les Rangers sont fiers d'être les premiers sur le terrain dans n'importe quelle guerre, n'importe où dans le monde, et le RASP existe pour prouver qui est assez fort pour mériter ce titre. Chaque semaine, les instructeurs éliminent les candidats les plus faibles, un par un, sans pitié. 81 est l'une des recrues les plus solides. Il court plus vite que les autres. Il tient plus longtemps. Ses résultats sont parmi les meilleurs à chaque test. Mais il garde ses distances avec tout le monde. Il ne plaisante pas avec les autres candidats. Il ne se lie d'amitié avec personne. Quand les instructeurs lui proposent de diriger son escouade, il refuse sans hésiter. Il ne veut être responsable de personne. Pendant ce temps, des nouvelles étranges se répandent à la télévision et à la radio. La NASA a détecté quelque chose d'énorme, un objet fonçant vers la Terre, venu de l'extérieur du système solaire. Les scientifiques le trouvent inhabituel. Quelque chose dans sa trajectoire ne semble pas naturel. De retour à la base d'entraînement, 81 est soumis à un exercice d'endurance sous l'eau. Quelque chose tourne mal. Il manque de se noyer, désorienté, se débattant sous la surface avant que les instructeurs ne le sortent de l'eau. Le sergent-major Sheridan et le premier sergent Torres, responsable du programme, commencent à soupçonner que quelque chose de plus profond se passe chez lui, des signes de stress post-traumatique, un traumatisme enfoui qui refait surface sous la pression. Ils le prennent à part et lui disent d'abandonner le programme pour se faire vraiment aider. 81 refuse catégoriquement. Il dit à Torres que tout ce qui compte pour lui, c'est de franchir la ligne d'arrivée de ce programme. Torres le regarde et lui dit quelque chose qui reste gravé. Franchir la ligne d'arrivée n'est la fin de rien. Ce n'est que le début d'une route bien plus longue et bien plus dure. Malgré leurs inquiétudes, Sheridan et Torres décident de le laisser continuer. La nuit, le même souvenir repasse en boucle dans sa tête. Porter son frère mourant sur des kilomètres de terrain découvert, son genou hurlant à chaque pas, s'effondrer juste avant le portail. Il reste une dernière épreuve, la marche de la mort. C'est la simulation finale et la plus dangereuse de tout le programme, une mission au cœur de la forêt pour détruire un avion classifié et sauver son pilote abattu. Cette fois, on confie à 81 quelque chose qu'il n'a jamais voulu, le commandement. Il devient chef d'équipe pour cet exercice. Quelque chose tombe du ciel. Au même moment, les informations décrivent l'objet différemment. On parle désormais d'un astéroïde suspect, se désintégrant en effleurant l'atmosphère. 81 mène son escouade au cœur de la forêt pour la marche de la mort. L'exercice commence comme n'importe quelle simulation, calme, tendu, méthodique. Puis, sans prévenir, une explosion massive déchire le ciel au-dessus d'eux. L'onde de choc met leur radio hors service. Les communications sont coupées instantanément. Secouée mais toujours en mouvement, l'équipe avance à travers les arbres. Près d'un cours d'eau, ils repèrent quelque chose d'inhabituel, un objet métallique étrange à moitié enfoui dans la boue. Ils supposent que ce doit être l'avion classifié qu'ils devaient retrouver et détruire. Mais 81 n'est pas convaincu. Quelque chose ne va pas. Pendant que le reste de l'équipe reste sur place, ils s'éloignent seuls pour fouiller plus profondément dans la forêt. Plus loin, ils trouvent le véritable avion intact. L'objet près du cours d'eau n'a jamais été leur vraie cible.
De retour avec le groupe, quelqu'un piège l'objet étrange avec des explosifs et le fait détonner, espérant accomplir la mission. L'explosion se déclenche. Mais quand la fumée se dissipe, l'objet est toujours là. Complètement intact. Sans le moindre dommage. Puis il commence à bouger. Des plaques métalliques se déplacent et s'enclenchent. L'objet se relève, se déployant morceau par morceau en une machine géante à pattes, et se tourne droit vers les soldats. L'équipe ne porte que des munitions à blanc, standard pour un exercice d'entraînement. Inutile. La machine ouvre le feu pour de vrai, et il n'y a nulle part où se cacher. Les soldats se dispersent tandis que les tirs déchirent les arbres autour d'eux. Le numéro 7, le second de l'équipe, est touché et sa jambe est fracassée instantanément. Les autres le rattrapent et le traînent avec eux en courant, cherchant désespérément à mettre de la distance entre eux et la machine. Quand le chaos se calme enfin, le bilan est lourd. Seule une poignée de l'escouade originale reste en vie, 81, 7, 15, 44, 60, 109 et 23. En se regroupant, ils découvrent quelque chose d'encore plus troublant. La machine génère un champ magnétique puissant autour d'elle, assez fort pour perturber toute leur boussole. Pire encore, elle semble utiliser ce même champ pour détecter exactement où ils se cachent, peu importe la distance qu'ils mettent entre eux. Les survivants atteignent une falaise abrupte et descendent en rappel un par un, traînant avec eux le blessé 7 sur un harnais de fortune. Mais la machine ne lâche rien. Elle localise leur position grâce à son détecteur et ouvre le feu à distance, forçant le groupe à se précipiter à l'abri parmi les rochers. Ils échappent de justesse à la mort, l'adrénaline étant la seule chose qui les maintient en mouvement. En suivant la rivière, épuisés et terrifiés, ils atteignent enfin le camp où était stationnée la cadre ennemie de l'exercice. Ce qu'ils découvrent les glaces sur place, une destruction totale. Tous les membres du camp ont été exterminés. 81 étudie soigneusement les décombres, reconstituant le fil des événements. Il comprend que l'objet n'a pas simplement atterri à proximité, il a traversé ce camp de plein fouet en tombant, s'écrasant dans la vallée en contrebas avec assez de force pour tout raser sur son passage. En levant les yeux, ils aperçoivent une longue traînée de destruction partant du sommet d'une montagne lointaine jusqu'à l'endroit où ils se trouvent maintenant. Il ne reste qu'une seule explication, cette chose ne vient pas de la Terre. La tension au sein du groupe finit par exploser. 15, secoué et effrayé, s'en prend à 81, l'accusant d'être froid et distant à travers tout ça, lui lançant que tout le monde ici n'est pas un héros de guerre endurci habitué à voir des gens mourir. C'est à ce moment que 81 finit par s'ouvrir. Il leur raconte tout au sujet de son frère, comment il a échoué à le sauver, comment rien de tout cela n'a jamais eu à voir avec des médailles ou la gloire, mais avec l'échec, tout simplement. Il explique qu'il s'est effondré à seulement 100 mètres du portail de la base, alors que son frère respirait encore derrière lui. Son frère est mort parce qu'il n'a pas pu parcourir ses 100 derniers mètres. Désespéré de rentrer vivant à la base, le groupe trouve un véhicule militaire abandonné, un M1117 AESV, et y monte. Pendant qu'il roule, la machine les rattrape à nouveau. Cette fois, le groupe trouve des caisses de munitions réelles, fusils d'assaut, mitrailleuses, tout ce qu'il faut pour un vrai combat. Ils déversent tout ce qu'ils ont directement sur la machine. Elle réagit à peine. Son blindage est trop épais pour que les armes légères y fassent de réels dégâts. Acculé, 81 imagine un plan désespéré. À l'aide d'un lance-grenade, il tire sur la paroi de la falaise au-dessus de la machine, déclenchant un éboulement qui l'ensevelit sous des tonnes de roches et de débris, la neutralisant, au moins temporairement. Mais l'évasion a un prix. L'ASV est détruit dans le chaos, ne laissant que 2 survivants debout, 81 et 7. Le point faible. Avant de battre en retraite plus loin, 81 et 7 assistent à quelque chose d'étrange. La machine ensevelie envoie un signal puissant droit vers le ciel, en direction de l'espace. Elle appelle quelque chose. Ou quelqu'un. 81 aide le blessé 7 à s'enfoncer plus profondément dans la forêt, essayant de le garder caché et en sécurité. Pendant qu'ils reprennent leur souffle, 7 lui révèle quelque chose que 81 n'avait jamais su, il connaissait personnellement le frère de 81, des années avant tout ça. Puis, un déclic se fait chez 81. Il se souvient avoir remarqué le système de ventilation de la machine pendant le combat, une faiblesse. Elle a besoin d'évacuer la chaleur pour continuer à fonctionner. Il attire la machine blessée vers un chantier de construction voisin et se met à déverser du gravier directement dans ses conduits exposés. La machine commence à trembler et à faire des étincelles. Ses systèmes surchauffent. Quelques secondes plus tard, elle explose dans un dernier torrent de feu et de fumée. Meurtri, épuisé, mais vivant, 81 ramène 7 à la base d'entraînement, une base désormais marquée et plongée dans le chaos par tout ce qui vient de se passer. Malgré tout, 81 est officiellement admis dans le 75 TH rangé régiment. Sheridan et Torres révèlent enfin toute la vérité. Cet astéroïde annoncé sur toutes les chaînes n'était jamais un rocher. C'était une armée de machines extraterrestres. Et son arrivée a déjà déclenché quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque imaginait, une guerre mondiale contre l'humanité a commencé. 81 leur révèle ce qu'il a découvert là-bas, les machines ont un point faible critique, leur système de ventilation. C'est la seule chose capable de réellement les arrêter. Avec cette information désormais entre les mains de l'armée, 81 est placé à la tête de la prochaine offensive, la première véritable contre-attaque de l'humanité contre un ennemi venu d'au-delà des étoiles. Un seul soldat. Un seul échec qu'il n'a jamais pu se pardonner. Et maintenant, alors qu'une invasion extraterrestre déchire la planète, la meilleure chance de l'humanité repose sur ses épaules.